Compétences et transformations, sélection blanc-bleu, donc qui est un TP donc, de Madame Fayet, qui est un TP qui a été fait normalement en première année. Sauf qu'avec le confinement, on rattrape cette année ce TP. Donc, en quoi ça consiste? Introduction et principe. On nous dit, il existe deux techniques d'introduction d'ADN étranger dans une bactérie par transformation, l'électroporation et le choc thermique. Avant ça, j'aimerais qu'on vérifie ensemble les définitions de qu'est-ce qu'une transformation, qu'est-ce que la compétence, et surtout comment on peut faire intervenir, enfin comment on peut faire rentrer de l'ADN dans une bactérie. Et du coup, quel est le mot général qui va me permettre de définir cela? Quel est le mot clé de la modification de bactéries par de l'ADN étranger? Non, la transformation, c'est le fait de faire quoi? Il va y être ce mot, mais pas tout de suite. Alors, on me propose transformation. Oui. On m'a proposé un autre mot qui était quoi, Chanel? Transduction. Transduction. Vous pensez à quoi? On fait un peu un brainstorming là. On essaye de se dire, alors, ça me fait penser à quoi tous ces mots? Il y a un autre mot qui va là-dessus. Il y a 3 mots pour décrire le mot-clé que je cherche, qui est transfection. Transfection, c'est la transformation. Si tu veux, la transfection, c'est chez les eucaryotes. La transformation, c'est une transfection prokaryote. Ok? Donc oui, on pourrait dire ça. Et le terme général, recombinaison. Non. Allez, tiens. Transgénèse, oui. La transgénèse. Enfin, la transgénèse. Ok? La transgénèse, c'est le fait de faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, pas forcément, parce que là, il nous manque un terme encore. Ben, ça peut être changer. Changer, ouais. Générer quoi? La modification d'un plasmide à partir d'une recombinaison. Pas d'un plasmide, non, d'un organisme. Ah oui, on est à l'échelle de la cellule, ou d'un tissu, ou d'un organisme. Donc c'est le transfert d'un ADN étranger dans un organisme. Ici, notre organisme, c'est une bactérie. Donc effectivement, un morceau d'ADN étranger dans un organisme et cet organisme va l'exprimer. Donc on a bien modifié, on modifie ainsi, on modifie un organisme. D'où le nom ensuite de quoi? Un organisme qui devient un organisme génétiquement modifié, OGM. D'accord? Donc là on fabrique un OGM aujourd'hui. Donc on a dit transformation, transduction, est-ce que le troisième mot vous vient ou pas? En fait, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est 3 possibilités de transgénèse, si vous voulez. Comment on peut transférer de l'ADN à une bactérie? Soit par transfo, soit par transduction, soit par... Avec le pilus. C'est la... Combinaison. Non. Les sacs de vie, j'entends rien. Ah, j'ai entendu. Ah, oui, la conjugaison. D'accord? Donc effectivement, si on veut faire un petit schéma, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on a une bactérie, et puis la transformation, on va mettre un peu une couleur, allez, on va mettre du vert. L'ADN est là, c'est de l'ADN nu. Et cet ADN nu, tout simplement, va rentrer dans la bactérie. On verra comment on arrive à faire ça, c'est ce qu'on appelle une transformation. Effectivement, la bactérie va être transformée, modifiée. La transduction, alors c'est une bactérie. Le but, on a dit que là, c'était une bactérie, là c'est nu. Donc la bactérie, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit de l'ADN, mais l'ADN n'est plus nu. Il est dans quoi? Transduction. Dans un phage. Dans un phage, ok? Donc on lui fait des pattes d'araignée, là, comme ça, hop, voilà. Et puis, donc l'ADN, hop, il est transféré dans la bactérie. Troisième petit schéma. Ah, c'est 2 petites bactéries qui se rencontrent. Oui, il faut 2 bactéries qui rentrent en contact grâce à un pilus ou un pont bactérien. On pourrait faire en plusieurs fois parce que, en fait, on considère ici qu'il y a une bactérie mâle qui possède justement le pilus, qui va atteindre la bactérie femelle. Donc on a une bactérie donneuse qui donne l'ADN qui est là dans la bactérie femelle à travers un pont en fait cytoplasmique
qu'on appelle le pilus, parce qu'en fait c'est un élément qui va grandir à partir de la bactérie donneuse, dite mâle, avec donc l'ADN est transféré de la bactérie donneuse à la bactérie receveuse. Ok? Donc là il faut 2 bactéries, là il faut un virus, donc ça c'est ce qu'on appelle un virus bactérien ou un bactériophage, qui est donc le vecteur. Ici, on peut appeler ça un vecteur, puisqu'il donne l'ADN à une bactérie. Et l'ADN nu, il vient d'où? Soit il vient d'une bactérie morte, soit ou artificiellement, c'est-à-dire que c'est nous qui introduisons de l'ADN ou artificiellement en labo. D'accord? C'est nous qui ajoutons cet ADN nu, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire de la transgénèse bactérienne, ok, par transformation. Transduction, conjugaison, on oublie, on ne va pas faire ça aujourd'hui. On nous dit donc le titre, si on revient sur le titre, c'est compétence et transformation. Donc maintenant qu'on a revu ces termes, que veut dire le mot compétence? C'est la capacité à recevoir, si tu veux, cet ADN. Une bactérie, en fait, l'idée, c'est comment vous allez vous débrouiller pour faire rentrer cet ADN dans la bactérie. Sachant qu'une bactérie, ça a quand même une paroi. On peut difficilement, en fait, ouvrir la paroi bactérienne. Comment on va faire pour ouvrir la paroi bactérienne et réussir à faire rentrer? Ça veut dire quelque part, il faut quoi? Pour que ça rentre là, il y a la notion de pore, donc de perméabilité. D'accord? Comment c'est possible? Comment on va faire? Là, on nous les donne. On quoi? On nous les donne, électroporation. Ouais, très bien, on nous les donne. Électroporation ou, donc 2 possibilités. Électroporation, donc c'est possible sur n'importe quel type de bactérie? Oui ou non? Électroporation, c'est quoi? Un choc électrique. Si je prends des cellules, je les mets dans une petite cuve, et puis j'impose un champ électrique. Est-ce que, naturellement, on a une ouverture comme ça de pore au niveau de la bactérie? Oui ou non? D'après ce qui est noté, on nous dit quoi? Une décharge électrique provoque des fissures dans la paroi par où s'engouffrent les molécules d'ADN. Donc ça a l'air d'être naturel dans le sens où si on impose un champ électrique, les molécules de la membrane vont être déstabilisées. Pourquoi? Parce que les molécules sont chargées. Je vous rappelle que la paroi est constituée de quoi? Paroi bactérienne dans le sens global, c'est-à-dire les enveloppes bactériennes. On a quoi? Donc si on est chez Escherichia coli, tiens, on va travailler sur le coli. C'est une bactérie Gram moins. Si elle est bactérie Gram moins, elle a quoi? 2 membranes, une membrane externe, sa petite paroi de peptidoglycane et la membrane interne. Donc la membrane extérieure est composée de quoi? Qu'est-ce qui va faire que quand on impose un champ électrique, ça déstabilise les membranes? Ah oui, c'est le pontage. Non, le phospholipide. Les phospholipides, oui, les phospholipides. Les phospholipides sont chargés globalement négativement à cause des phosphates. Donc forcément, si vous imposez un champ, qu'est-ce qu'ils font les phosphates? Les phospholipides, du coup, ils sont attirés par quoi? Par le pôle plus, l'anode, ok? Et du coup, ça met le bazar dans la membrane, si vous voulez. Donc vous allez créer comme ça des micropores, des micropores, et l'ADN pourra rentrer. Autre possibilité, ouais, on n'est pas encore arrivé à la notion de compétence. Choc thermique. Si quoi? Si compétence. Donc c'est là qu'arrive la notion de compétence. La compétence, c'est être capable de faire quelque chose. Et là, la compétence, c'est la bactérie. Est-ce qu'elle est capable de créer justement des pores pour faire rentrer de l'ADN? Le choc thermique, attention, on ne va pas mettre les bactéries à 100 degrés, sinon on va tout casser. Ce n'est pas l'objectif non plus, on ne va pas détruire les bactéries. Donc le choc thermique, ici, vous verrez, c'est le passage donc, de 4 degrés à 42 degrés. D'accord? C'est ça le choc. Hein, on passe de la glace à 42 degrés, à un bain bien chaud. Hein. Et donc, du coup, ici, si vous mettez des bactéries de base, vous prenez Escherichia coli, vous mettez cette bactérie dans un bain à 42, préalablement, vous la mettez sur glace. Est-ce qu'elle va faire des pores? Comme ça, pouf, à 42 degrés. Non, une bactérie, normalement, elle résiste à la température 42. Je veux dire, voilà.
Donc il va falloir préalablement faire un petit traitement à votre bactérie pour la rendre compétente, c'est-à-dire être capable de faire des pores quand on va la passer de 4 à 42 degrés. D'accord? Donc si compétente c'est un traitement au CaCl2, on le verra, qui va permettre de déstabiliser les parois, la membrane, les membranes, et donc du coup de créer des pores quand on fera le choc thermique. Si la bactérie n'a pas été traitée au CaCl2, vous avez beau faire le choc, elle ne s'ouvrira pas. Les pores ne se créeront pas. D'accord? Donc ça c'est important. Ne confondez pas la compétence avec la transformation. Souvent on dit qu'est-ce que la compétence? On dit c'est de la transformation. Non, c'est le fait d'avoir préparé préalablement la bactérie à être compétente et à pouvoir être transformée. D'accord? Mais c'est pas la compétence, c'est pas la transformation. Vous voyez bien la différence? La compétence, parce que si je parle d'électroporation, il n'y a pas de préparation de compétence. L'électroporation, c'est une bactérie, je l'électropore, la transformation se fait. D'accord? Donc ne confondez pas le terme. Ça, je le vois tout le temps, hein, c'est ça que je vous le dis. C'est une erreur classique. Quand on demande qu'est-ce que la compétence, vous dites c'est la transformation. J'ai pas raison? C'était un petit peu ça tout à l'heure. Bon, donc du coup, voilà, attention à ça, on a essayé d'éclaircir un petit peu le tout. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc une transformation par choc thermique. On ne va pas faire l'électroporation aujourd'hui, par choc thermique. Donc ça veut dire que dans votre TP, si vous regardez, vous avez grand 1, production de bactéries compétentes, ok? Et à la suite, grand 2, forcément, bah, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'elles sont compétentes, nos bactéries, eh bien, on va les transformer. Donc vous avez la transformation en grand 2, et puis vous avez des annexes qui vous expliquent qu'est-ce qu'on transforme. Parce que qu'est-ce qu'on transforme? C'est de l'ADN nu. Alors cet ADN nu, qu'est-ce que ça va être? Et si vous regardez le titre, on nous dit on va transformer des bactéries JM109. Donc JM109, c'est la bactérie qui a ce petit nom-là. On va voir pourquoi. C'est la souche JM109. Et l'ADN nu, ça va être quoi ici? Ça va être par un mélange de petit p. C'est quoi petit p? Ça veut dire quoi? PGM, Luc, PGM 3Z, des plasmides. Ok? Un plasmide, c'est quoi? Du coup, il nous manque une définition là, pour terminer. C'est un ADN circulaire, double brin. Est-ce qu'il est obligatoire dans une bactérie? Il n'est pas forcément obligatoire. Est-ce qu'il peut devenir obligatoire? Donc on imagine notre bactérie, elle se met à vivre dans un milieu plein d'antibiotiques. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va mourir normalement, sauf si elle porte le plasmide, par exemple, qui confère la résistance à un antibiotique, et du coup, ce plasmide deviendra obligatoire pour sa survie, et elle sera obligée de le maintenir de génération en génération. D'accord? C'est un ADN extra-chromosomique, puisque la bactérie, vous savez qu'elle a un chromosome unique, elle n'a pas de noyau, hein. Donc le plasmide, on dit aussi ADN extra-chromosomique, si vous voulez le noter. Est-ce qu'on a un beau culot? Ouais, on a un beau culot. Elle est bien.
des bactéries JM109 par un mélange PGM 3Z et PGM Luc. Ok. Introduction au parasite. Donc on nous dit les bactéries ont été rendues compétentes, oui, par un traitement CaCl2, c'est ce qu'on est en train de faire à froid. Sont mises en présence de plasmides. Okay. Par un choc thermique, les plasmides vont rentrer dans les bactéries compétentes, puis s'exprimer avec des antibiotiques, des activités enzymatiques, etc., etc. Les bactéries transformées, donc c'est le nom qu'on va leur donner, sont ensuite sélectionnées pour leur résistance aux antibiotiques ou pour la synthèse d'enzymes dont l'activité est détectable biochimiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand je fais la transfo, est-ce que mes bactéries ont bien reçu l'ADN? Il faudrait que je le sache. La bactérie, est-ce qu'elle a reçu ou pas le plasmide? Il va falloir que je sélectionne, et c'est la notion de criblage. Donc la bactérie, on a dit, soit elle peut être transformée ou pas, puisqu'en fait on l'a rendue compétente, et que normalement la DNU, alors ici il y a un plasmide double brun, d'accord, normalement doit rentrer. S'il rentre, la bactérie, on a dit, elle est dite compétente. Non, si la bactérie est compétente, ça c'est une caractéristique, on l'a rendue compétente, et si le plasmide est rentré, la bactérie est transformée. Mais il est possible que le plasmide ne rentre pas, okay, c'est probable, hein, enfin, surtout que là en plus on a combien de plasmides? Si vous lisez l'introduction ici, là, le titre, on a 2 plasmides, donc qui dit 2 dit 2 fois plus de problèmes, d'accord? Je vais le mettre dans une autre couleur, tiens, parce qu'il n'apporte pas forcément. Donc qui dit 2 dit 2 fois plus de, potentiellement ils vont peut-être pas rentrer tous les deux, peut-être qu'un seul, on ne sait pas, enfin bon, en tout cas la bactérie transformée c'est celle qui recevra au moins un plasmide. Et la bactérie non transformée, elle recevra ni l'un ni l'autre. Donc bactérie non transformée. Vous voyez, ces termes-là, il faut bien les maîtriser. Il ne faut pas dire elle est compétente, pas compétente. Elles sont toutes les deux compétentes, puisque j'ai fait un traitement au calcium. D'accord? Par contre, dans un cas, il y en a une qui va être transformée, et dans l'autre, elle ne sera pas transformée. Ouais? Ça peut être dû à quoi, la transformation ou la non-transformation? C'est du hasard. C'est du hasard. Parce qu'en fait, là, on va voir, mais je vais vous expliquer justement les étapes de comment on transforme. Et on va regarder l'intérêt de chaque étape. Et en fait, il se peut qu'il y a eu les pores, on laisse que 2 minutes de choc. Il y a les pores qui se créent, et l'ADN n'est pas rentré. Coup de malchance. Donc la transformation, effectivement, ce n'est pas du 100%. Et c'est pour ça qu'on va calculer l'efficacité de transformation, si tu veux. Comment je vais cribler? Donc le criblage, on en reparlera après. Le criblage, c'est être capable de distinguer entre une bactérie transformée et non transformée. Qu'est-ce qui m'intéresse? La bactérie transformée ou non transformée? Transformée, d'accord? Donc il faut que je sois capable d'avoir un système qui me permette le criblage, c'est-à-dire la distinction et la sélection. Donc cribler, c'est être capable de distinguer, donc bien sûr entre une bactérie transformée et non transformée, être capable de distinguer et de sélectionner. Il faut sélectionner derrière, il faut la récupérer. De sélectionner, récupérer, hein, on pourrait dire, les bactéries transformées. Donc voilà ce que c'est le criblage. Donc ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors il faudra qu'on regarde les cartes des plasmides pour savoir qu'est-ce qui va nous permettre de sélectionner. Donnez-moi un exemple très simple de criblage, très facile. Donc par exemple, on va écrire ATB résistance, antibiotique résistance. Si la bactérie a reçu effectivement cet antibiotique, je peux la mettre dans un milieu liquide ou solide avec les antibiotiques, elle va pousser. Si la bactérie n'a pas reçu le plasmide, hein, donc ici il n'y a pas de plasmide, là je vais le noter, tiens, pour que ce soit clair, voilà, il est dedans. On verra ce qu'on en fait du deuxième, mais en tout cas il y a au moins un plasmide qui est rentré, donc elle est au moins résistante à cet antibiotique-là. Donc du coup, si derrière cette bactérie, maintenant le mélange de bactéries, parce qu'en fait vous allez avoir un mélange, et vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre tube. Vous allez donc le mettre dans un milieu avec des antibiotiques. Celle-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va mourir, et du coup vous sélectionnez directement votre bactérie transformée. Donc là, il y a même pas, vous n'allez même pas distinguer, vous n'allez rien voir, vous allez simplement récupérer les bactéries transformées par défaut. Par défaut, vous allez avoir que des bactéries transformées.
Alors cette définition est quand même valable parce qu'il existe d'autres méthodes où on va pouvoir distinguer les clones qui nous intéressent et les clones qui ne nous intéressent pas. Le criblage, ce sera le cas de la sélection blanc-bleu. On va cribler, alors ce ne sera pas un criblage entre transformés et non transformés, ce sera un criblage entre des bactéries recombinantes et non recombinantes. Donc l'efficacité de transformation, c'est le nombre de clones que vous allez récupérer sur la boîte. Donc pourquoi? Effectivement, en fait, vous verrez dans le protocole qu'à la fin, vous allez étaler vos bactéries sur des boîtes. Donc dans 48 heures, 24-48 heures, vous allez avoir des clones, des colonies. Nous, c'est des colonies, hein. Ce sont des bactéries, donc des colonies transformées, obtenues sur boîte. Admettons, je ne sais pas, j'en ai 15 sur ma boîte. Donc ça va être 15, que je vais diviser par le volume d'inoculum qui m'a servi à inoculer. Vous verrez, ce sera 10 ou 100 microlitres. Ça dépendra de ce que vous avez étalé. En fait, dans le binôme, vous verrez, il y aura un qui met 10, un qui met 100. Et puis, on remultiplie ça par le volume total de la culture d'expression. Donc, le volume total, alors ça veut dire quoi? Ça, qu'est-ce qu'on cherche dans ce calcul ici? On a ici, donc, nombre divisé par un volume. Ça me donne une concentration. Ok, c'est la concentration de clones, donc de bactéries transformées, hein, les colonies transformantes. Ou là, on a dit, nous, les bactéries transformées, c'est pareil. On divise par le volume d'inoculum, donc c'est la concentration que j'avais quand j'ai mis sur ma boîte dans le cône. Donc, quelle est la concentration en bactéries transformées, d'accord, dans le cône qui a servi à faire l'ensemencement sur boîte. Et après, on multiplie par le volume de la culture d'expression. On multiplie par d'où vient ce prélèvement. Il vient d'un tube dans lequel, vous verrez, vous aurez un milieu de culture LB plus bactéries. Donc, ce volume-là, je ne sais plus combien il fait, il faut regarder, il doit faire 800. Je crois que c'est 800. 800, plus 200, ça doit faire 1 millilitre, je crois. Bref, admettons ça fait 1 millilitre. Eh bien, vous avez cette concentration qui est là-dedans, c'est la même qui est là-dedans, d'accord? Si vous ramenez cette concentration, vous multipliez par le volume total, ça veut dire que vous voulez savoir la quantité de transformants qu'il y avait là-dedans, dans votre petit tube, ok? Et vous divisez par la masse de quoi? La masse d'ADN utilisée. Donc la masse d'ADN utilisée, c'est quelle quantité en microgrammes vous avez mis de plasmide dans ces bactéries, ce mélange bactérien. Ça vous donnera donc l'efficacité de transformation en UFC par microgramme. Le nombre de clones par microgramme d'ADN injecté. C'est un calcul d'efficacité de transformation. Okay. Donc, vous allez passer la partie transfo ensuite. Hein, du coup, vos cellules compétentes vont être prêtes là, dans 10 minutes. Donc, techniquement, comment on fait la transformation? Donc ça, c'est des petits schémas qui sont très classiques. On peut vous demander à l'écrit, schématiser le mode opératoire d'une transformation bactérienne. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir dessiner ce que je vais vous montrer globalement. Donc, l'idée, c'est, première étape, vous y êtes? Oui. On a 200 microlitres de bactéries, donc compétentes, souche, JM, c'est 109 ou 309, je ne sais plus. 109. Ces bactéries compétentes donc, sont sur glace. Ok. Voilà, 4 degrés, quoi, globalement. Donc, on nous dit ensuite, pour faire la transformation, donc étape 1, on va ajouter donc 10 microlitres de mélange. Ici, c'est un mélange plasmidique. Il peut y en avoir qu'un de plasmide, mais là, il y a un mélange. Et il y a le PGMLUC. Okay. PGMLUC. Comme ça, on regardera un petit peu après les cartes pour voir qu'est-ce qu'ils apportent chacun. Là, on regarde que techniquement comment on fait la transformation. Donc là, on nous dit on reste 30 à 45 minutes sur glace une fois qu'on a rajouté le plasmide. Pourquoi? C'est quoi cette étape? Cette étape, c'est l'étape de quoi? Appelée étape 1. Qu'est-ce qui se passe sur cette étape? Je mets le plasmide en contact avec les bactéries 30 à 45 minutes. Comment on peut l'appeler cette étape? On a des bactéries qui ont été compétentes. Ça veut dire qu'il y a du CA2+ partout autour d'elles.
les plasmides, ils sont chargés moins. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les bactéries, en fait, qui sont là, hein, tranquillement, qui sont chargées plutôt plus, eh bien, vont être recouvertes par les ADN. Je les mets en noir comme ça. Donc, il y a une interaction qui va se faire, une mise en contact. Hein, donc, mise en contact. On peut parler adsorption entre l'ADN, chargé moins, et les bactéries compétentes, chargées plus. Sinon, on n'explique pas que l'ADN est attiré par les bactéries si on n'a pas parlé de compétences au préalable. Okay? Donc ça, 30 à 45 minutes, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Ensuite, on nous dit, étape de choc thermique. Donc ensuite, ce tube, qu'est-ce qu'on va faire? On va le plonger, non plus dans un bain de glace, mais dans un incubateur. D'ailleurs, il va falloir l'allumer, il faut y penser. On va incuber le tube, donc on va plonger le tube, en fait, dans un bain thermostaté à 42 degrés. Donc, hop, cette fois, 42 degrés. On a toujours notre petit tube avec les bactéries et l'ADN. Et si je zoome, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'ADN, il est collé, on a dit, aux bactéries. Choc thermique. Ouais, choc thermique. Et donc, ça veut dire quoi? Ici, qu'est-ce qui se passe si je devais dessiner le choc thermique? Si on me demande de zoomer sur la bactérie et l'ADN. Alors, qu'est-ce qui se passe si je zoome là-dessus? On a les phospholipides de la membrane qui sont... Ouais, qui font quoi? Des nanopores. Donc, en fait, on a une bactérie comme ça. OK? Et l'ADN, donc il vient, on a dit les bactéries sont chargées plutôt positivement, crée des nanopores transitoires. Et l'ADN, du coup, qui était là, hop, il peut rentrer. Il passe par les nanopores. Ça dure 2 minutes exactement. OK? Pas plus, pas moins. Pourquoi? Si je fais moins longtemps, l'ADN, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas le temps de rentrer. Et si je fais trop longtemps, attention, c'est quoi ça? C'est bien pour la bactérie d'avoir des nanopores comme ça? Non, attention, c'est dangereux pour la bactérie. C'est dangereux pour la bactérie. Donc il faut respecter ce temps. Ce temps-là que j'ai encadré en rouge. 2 minutes à 42 degrés, c'est le protocole effectivement optimal. Donc ça, c'est le choc thermique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si vous suivez le proto, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ensuite, il faut replacer le tube. Ouais, replacer le tube. Dans la glace pendant 5 minutes. C'est ça. Donc, on replace le tube dans la glace. Voilà. Pendant combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. OK? Donc ça, on peut l'appeler comment cette étape? Alors, on va rajouter un truc pour la nommer. En fait, l'étape 3. On remet sur glace et ensuite, on rajoute du LB 800 microlitres. Le LB, c'est quoi? C'est du milieu lactose. Alors, il n'y a pas de lactose dedans. C'est un milieu de culture nutritif qui est sans antibiotiques pour l'instant, ok, et qui va juste nourrir les bactéries, les pauvres bactéries qui ont subi le choc thermique. Cette étape dure 1 heure à 37 degrés. Donc c'est une étape de réparation suite au choc thermique. Moi je l'appelle comme ça, c'est une étape de réparation des bactéries qui sont traumatisées là. On va un petit peu les chouchouter une petite heure. Donc étape de réparation. Réparation des enveloppes bactériennes. La bactérie, il faut qu'elle se remette de ce choc.
Donc les pores, il faut qu'ils soient bien, il faut que la membrane soit bien revenue à sa structure normale pour que la bactérie survive. Donc pour l'instant, on met du LB sans antibiotiques. On ne va pas en plus lui rajouter des antibiotiques. Là, on risque de tout tuer. Et ça sert à quoi l'étape 5 minutes dans la glace? Pour revenir à une température de 4. En fait, bien refaire un gradient de température. Là, on est passé de 4 à 42. Et si tu veux, le 42, pour l'arrêter, tu fais comment? Bah, tu mets à 4 degrés, comme ça, tu remets à froid. Sinon, ton 42, ça veut dire que si tu ne mets pas dans la glace, tu gardes 42 combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? Tu continues ton choc, il faut bien ralentir. Et le mettre à 37 degrés, c'est pas suffisant comme delta de température pour dire c'est fini au niveau du choc et que les pores se referment, si tu veux. Donc on remet sur glace et ensuite on met à 37 pour cultiver les bactéries. Hein. Donc c'est une culture. C'est une culture, réparation des enveloppes, plus croissance, hein, on peut dire, plus croissance bactérienne. Ensuite, étape suivante, on nous dit, une fois que ça a été fait, vous allez prendre ce contenu de tube et, dommage, j'ai plus de place au tableau, ce tube-là, on va faire deux choses avec. Un ensemencement de 10 microlitres ou de 100 microlitres, c'est là que vous travaillez en binôme, hein, d'accord, sur une boîte, donc deux boîtes, qui contiennent du LB, plus Ampi, plus XGAL, plus IPTG. Tout ça. Donc vous allez étaler. Alors on étale, on n'isole pas, on fait un étalement. Okay, donc c'est l'étape 4. Vous aurez un schéma mieux que moi à la fin normalement. C'est l'étape de criblage. D'accord? Où on veut distinguer justement les bactéries qui sont transformées des bactéries non transformées. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à 24-48 heures? Donc 24 à 48 heures à 37 degrés. Hein. Le Escherichia coli, il aime bien le 37 degrés. Et qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Eh bien, des petites colonies. Plonge ton cône, voilà, et tu rinces ton cône. Et que ça, si on fait ça en biochimie, on a 0, quoi. Et là, en biomol, on a le droit de rincer son cône, et au contraire, c'est très recommandé pour les tout petits volumes. Alors pourquoi? Ici, l'objectif, c'est d'en mettre. C'est qualitatif, pas si tu veux. Tu as une quantité, certes, mais le but, c'est que tu en aies au moins un petit peu. Si tu en as un peu moins, ça marchera quand même. En biochimie, on quantifie les choses, on veut les concentrations. Donc là, tu cherches la quantité précise. Donc sur tes pilotages, si tu veux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors qu'ici, le but, c'est de mettre de l'ADN. On nous dit que la GM39 est lactose moins, ampicilline sensible. Ok, elle ne peut pas utiliser le lactose et elle est sensible à l'ampicilline comme toute bonne bactérie, j'ai envie de dire. Hein, ça, c'est normal. Ça, moins normal. Pourquoi? On avait dit que chez les bactéries, on avait l'opéron lactose. Ok, donc ici, qu'est-ce qui fait que la bactérie ne peut pas utiliser le lactose? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand vous avez un delta, ça veut dire délétion. Sur le niveau génotype, quand on a un delta, on a enlevé quelque chose. Chromosomique, de l'opéron lactose et des gènes impliqués dans la synthèse de la proline. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Délétion de l'opéron lac. Donc,
On a enlevé quoi? C'est quoi l'opéron là qui est constitué de quoi? Pour avoir une question là dans le compte rendu. D'écrire la composition de l'opéron lactose. Contient quoi l'opéron lactose? Alors la Z, c'est quoi? Un gène structural. Il y en a d'autres. Il y a la Z, la Y, la A. On a revu en cours. Il y a la partie fonctionnelle, il y a l'acquis. Et il y a la partie opéron promoteur. D'accord? Tout ça a été enlevé. Ok? Et puis les gènes impliqués dans la synthèse de la proline ont aussi été enlevés. Donc elle est plus capable de synthétiser de la proline. D'accord? Bon, ok. Et on nous dit que donc, les souches portant cette mutation ne peuvent pas utiliser de lactose, bien sûr, comme source de carbone. Et elles ont besoin de proline pour pousser, pour faire de la croissance, parce qu'elles ne peuvent plus la synthétiser par elles-mêmes. Ok? Donc ProAB est complémenté ici par un gène sur un plasmide F', ce qui permet de sélectionner les souches ayant gardé le facteur F' en les étalant sur le milieu. Donc en fait, avec cette souche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut lui mettre un plasmide F' en elle, qui va du coup permettre la synthèse de proline, et donc la bactérie, si on la met sur milieu minimum, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que le plasmide peut devenir obligatoire? Ben là, le plasmide F', il est obligatoire. La souche, milieu minimum, ça veut dire qu'on ne met rien de plus qu'une source de carbone, et puis c'est tout, d'accord? Donc ici, si on la met sur milieu minimum, elle ne pourra pas pousser parce qu'elle ne peut pas faire de la proline toute seule, hein, sauf si elle a le plasmide F'. Donc c'est une souche qui possède un plasmide F' déjà en elle, qui permet de fabriquer de la proline et donc de pouvoir pousser sur milieu minimum. Donc ça lui force à garder ce plasmide en elle. LAC-I exposant Q, qu'est-ce que c'est? Le gène LAC-I code pour le répresseur LAC-I. La mutation LAC-I exposant Q entraîne une surproduction en répresseur dans la bactérie, d'où un verrouillage complet de l'opéron lactose. Oui, un verrouillage bien complet, c'est-à-dire que la seule façon d'induire l'opéron va être d'introduire de l'IPTG, qui est un inducteur gratuit, car il trompe la bactérie. Hein, il est gratuit et puissant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'IPTG? Vous avez dû voir ça en cours au niveau de la structure. Pourquoi? C'est un inducteur gratuit. Hein, le mot gratuit, le mot inducteur. Le mot inducteur, qui est inducteur d'habitude dans l'opéron lactose? Qui est l'inducteur? Oui, Joseph? C'est le lactose lui-même. Et là, on nous dit l'IPTG va être un inducteur gratuit. L'inducteur, d'habitude, c'est le lactose. Qu'est-ce qui fait l'inducteur? Il s'accroche à l'acquis, donc se lie. Ouais. Et l'acquis ne va plus pouvoir se fixer sur l'opérateur. Oui, c'est ça, qui ne peut plus se fixer à l'opérateur. Et du coup, l'ARN polymérase va pouvoir être activé. Et l'ARN polymérase va pouvoir donc effectivement exercer. Donc si on regardait sa structure, effectivement, l'IPTG ressemble à l'allolactose. Au lactose, l'allolactose, comme j'avais dit en cours. Donc il ressemble structurellement au lactose. Alors pourquoi on ne met pas du lactose? Pourquoi on met de l'IPTG? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on ne met pas du lactose à la bactérie? Parce que le lactose, ça marcherait. Pourquoi on met de l'IPTG? Et du coup, pourquoi s'appelle-t-il gratuit? On va le mettre en très faible quantité. Si on met du lactose, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai entendu un truc intéressant, mais je ne sais pas qui l'a dit avec les masques. Qui c'est qui a dit dégradé? Personne. C'est Julie. Il va être dégradé. Il faut, t'as dit quoi? Lui en redonner. Ouais, ça va avec. Et donc, on y arrive? Et donc ça va former du glucose et ça va pouvoir... Ouais. Et du coup, le lactose, il devient quoi? Ben, on s'en fout, il va le redonner sur un peu. Ben non, parce qu'on s'en fout pas, parce que du coup, regarde, imagine, dans ta boîte, tu as du LB, tu as du lactose. Donc au début, le lactose, de toute façon, le lactose n'est pas consommé, effectivement. Tout est bloqué. Le lactose va jouer son rôle d'inducteur gratuit. Mais au bout d'un moment, ça veut dire que l'opéron, ça y est, il se met en marche. Du coup, on fabrique de la bêta-gale. Du coup, on dégrade ce lactose. Et le lactose, il ne peut plus jouer son rôle d'inducteur s'il est mangé. D'accord? Donc du coup, on se retrouve avec un truc un peu... un cercle vicieux, quoi. Donc, on va utiliser une autre molécule qui ressemble au lactose, mais qui n'est pas consommée. L'IPTG n'est pas dégradé par la bêta-gale, même si ça ressemble. Et on le dira gratuit, dans le sens où on en met tellement peu que de toute façon, comme il n'est pas consommé par les bactéries, on en met en petite quantité, et ça suffira pour tout le temps induire l'opéron lactose. D'accord? Il trompe la bactérie. Et du coup, il est puissant parce que, bah oui, il va lever la répression ici exercée par l'acquis. Ça pour l'IPTG? Ouais? Bon. LAC-Z delta M15. Donc LAC-Z, c'est le gène de Coli qui code pour la bêta-gale. Mais LAC-Z delta M15 code pour une protéine inactive, oméga.
dans laquelle il manque les acides aminés 11 à 45. Le peptide manquant alpha peut être produit par un vecteur en transcomplémentation et s'associer à oméga produit par l'AZ delta M15 pour former une protéine active alpha complémentation. Donc moi je fais un schéma à ça. Vous faites comment pour me faire un schéma là-dessus? Là je poserai la question, faites un schéma de l'explication l'AZ delta M15. Donc l'AZ delta M15 on dit quoi? Il code pour une protéine inactive oméga. Bon. Ok. Donc là c'est le gène. Et ce peptide, donc on nous dit que delta M15 c'est quoi? En fait il faut delta plus quoi? Alpha pour avoir quoi? Une bêta-gale active. D'accord? C'est quoi oméga? C'est un truc, c'est une bêta-gale inactive, hein, c'est un morceau là de bêta-gale. Est-ce qu'on a une activité bêta-gale? Bêta-gale partielle, donc non active. Et qu'est-ce qu'on nous dit? D'où il vient le petit alpha là? D'où il vient le petit alpha? Le peptide manquant pour que la bêta-gale soit active, on va le faire en vert. C'est quoi la transcomplémentation par un vecteur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le vecteur, il va produire le peptide alpha. Ouais, un vecteur, donc c'est un plasmide, ok, vecteur. Ici, c'est un plasmide qui va fabriquer, donc là-dedans, il y a quelque chose qui code pour alpha. Il s'appelle l'AZ'. L'AZ', c'est le gène qui code pour alpha. Et donc, il va permettre, il faudrait faire deux schémas, là, vous le faites en deux fois. Vous faites d'abord la bactérie toute seule, et vous refaites un schéma en noir plus le vert, là, pour montrer que maintenant, on a une bêta-gale active. Vous voyez, si vous faites ce schéma-là, bêta-gale, hop, j'efface. Deuxième schéma, je ne vais pas refaire, hein, bêta-gale active. C'est ce qu'on appelle la complémentation alpha. L'alpha complémentation. Pourquoi on a besoin d'un LAC-Z? Ça sert à quoi? Pourquoi on a inactivé là et là on met un vecteur? Vous avez compris ça? Le LAC-Z, ça sert à quoi? C'est pour savoir si dedans il y a un gène. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Si le vecteur est recombinant, comme a dit Aurore, ça veut dire que LAC-Z, il est... Où est-ce qu'on met l'insert? Tout à l'heure, on a fait le gène, le vecteur, on a dit les recombinants, il y a... donc Joseph l'a expliqué, on coupe, on colle, il a dit. Et on coupe, on colle dans quoi? Dans un vecteur, et à quel niveau? En général, c'est au niveau du MCS, Multi-Cloning Site. Et dans ce MCS, souvent, il y a un gène LAC-Z. Donc c'est là que vous allez reprendre votre carte. Hein. Je vais vous expliquer ça par la carte. Regardez l'explication et après on va reprendre les cartes. Souvent, en fait, on va sous-cloner dans le LAC-Z. Ça veut dire que LAC-Z n'exprime plus alpha. Et du coup, vous n'avez pas de bêta-gale active dans les clones intéressants. Ok? Et du coup, ça sert à ça. Alors, je reviendrai à ça. Et du coup, ça veut dire que les clones intéressants vont-ils être bleus ou blancs? Parce que c'est quoi le lien bleu et blanc, en fait, là-dedans? Oui, mais alors, c'est qui donne la couleur bleue? Qui donne la bêta-gale, c'est bleu? Non. Qui c'est qui donne la couleur bleue? Qu'est-ce que vous allez donner à manger à votre bactérie pour qu'elle devienne bleue? Bêta-gale active, elle va catalyser quoi? X-gal plus H2O donne X plus gal à tes souhaits. X plus gal, X, c'est le bleu. X tout seul est bleu, X gal est incolore. Ok? Donc c'est un bêta-galactoside qui, lorsqu'il a été hydrolysé, devient bleu. Donc, on revient à nos moutons. Si la bêta-gale est active, elle va vous faire des colonies bleues. Si elle est inactive, elle va faire des colonies blanches. Quelles sont les colonies intéressantes? Les blanches, celles qui ont eu un insert, celles qui ont été recombinantes, celles qui ont détruit le gène LAC-Z. Ok? Ça, c'est important d'avoir compris ça. Le plasmide PGM3Z. PGM3Z,
si ça veut bien s'afficher, il est là. Donc si on zoome là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ori, c'est quoi? Tiens, Ori, c'est l'origine de réplication, la plasmide. Le promoteur, donc il y en a plusieurs. Il y a T7, SP6, tous deux issus de virus. C'est des promoteurs viraux. Et puis alors ça, qu'est-ce que c'est là? Pourquoi on a zoomé finalement, c'est quoi? Comment ça s'appelle cette zone que j'ai rappelé tout à l'heure, qui contient énormément de sites pour les enzymes de restriction? Le MCS, Multi-Cloning Site. Ok? Ouais, c'est pareil. Polylinker, si tu préfères. Ok. Donc les enzymes de restriction. Et là, on voit quoi? On voit que le gène LAC-Z, regardez, il est dans le MCS. Donc c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Quand on va mettre un gène d'intérêt, on va venir couper, comme on l'a dit tout à l'heure avec les enzymes de restriction, et on va mettre notre gène d'intérêt à l'intérieur du LAC-Z. Du coup, le LAC-Z qui code pour la bêta-gale, alors ici, il code, en fait, c'est un LAC-Z prime, je vous l'ai modifié, vous. Hein. C'est un LAC-Z prime qui code pour l'alpha-peptide, qui code pour une partie de la bêta-gale. Du coup, ne sera pas exprimé, et donc LAC-Z ne sera pas exprimé, donc il n'y aura pas d'alpha en complémentation par le peptide alpha, il n'y aura pas de bêta-gale active, si il contient l'insert. D'accord? Donc là, bon, c'était juste pour rappeler par rapport à tout à l'heure. Donc là, nous, il contient un LAC-Z prime, ok? Il va donc coder pour le peptide alpha, alpha-peptide, ok? Voilà, qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant? Ah tiens, la résistance à l'ampicilline, ça c'est intéressant. Ça veut dire que du coup, on pourra voir si le plasmide est rentré dans la bactérie, ok? Bon, qu'est-ce que lui il contient? Alors je vous l'ai mis en grisé, je vous ai mis le LAC-Z effectivement. Je vous l'ai mis comme ça sur le poly pour que ça soit plus rapide à comprendre. Donc LAC-Z est là, brisé en deux. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? LUC. LUC, c'est le gène qui code pour la luciférase. D'accord? Donc c'est le gène d'intérêt. Donc nous avons ici un plasmide natif et nous avons ici un plasmide recombinant. Ok? Puisque lui, il est issu de celui-là, juste il a été coupé là au milieu et on a mis LUC à la place. En gros, hein, pas tout à fait, on voit qu'il y a des différences, mais il y a bien la résistance à l'ampicilline, on a bien l'origine de réplication, on a ici le T7 et le SP6, hein, les promoteurs qu'on avait là, mais vous voyez, ils sont séparés en deux, quoi. On a séparé l'AXN en deux, donc il n'est plus fonctionnel. Juste pour terminer ça, hein, c'est un plasmide, donc ici, qu'on va appeler le plasmide natif. On ne l'a pas touché, c'est le plasmide d'origine. Ok? Et là, c'est le plasmide recombinant. Donc celui-là, si on arrive à mettre celui-là dans la bactérie, est-ce qu'il va coder pour la bêta-gale? Oui ou non? Est-ce qu'il code pour l'alpha-peptide? Puisque c'est l'AXN, hein? L'AXN, il est écrit là. Non? Donc pas de peptide alpha. Lui, on a dit peptide alpha. D'accord? Donc ça va vous permettre d'expliquer ensuite le schéma qu'a demandé Madame Proyer là à la suite. Hein. Bon, ça c'est la E. coli tout seul. La souche, JM109. JM109, elle est comment? Quel type de couleur? Pourquoi blanche? Parce que il n'y a que oméga. Et oméga est inactif. Ok, donc oui, elle est blanche. Du coup, j'écris en bleu. Mais bon. Le phénotype à l'ampicilline, elle est comment? Elle est sensible ou résistante de base de la bactérie? Sensible. Qui va apporter la résistance? C'est notre cher plasmide. Ok? E. coli plus l'inducteur. Ah tiens, et si je lui mettais de l'IPTG? L'IPTG, regardez, c'est bien assimilable au lactose, à l'eau lactose, hein, comme je l'ai dit en cours. Donc effectivement, il empêche le répresseur d'agir, le LACI n'agit plus. Hein, et donc du coup, on a le peptide alpha, mais on n'a toujours pas la bêta-gale active, puisqu'on n'a que le peptide alpha. Là, le peptide alpha, d'ailleurs, il faut faire ça. Hein, il n'est même pas présent, il n'est même pas exprimé. On n'a même pas une demi-bêta-gale. Okay? Là, on a une demi-bêta-gale, enfin une 3/4, parce que le peptide est petit. Une 3/4 bêta-gale, ça ne marche pas. Donc la couleur blanche. Et est-ce qu'elle est sensible ou résistante? Sensible, il n'y a toujours pas de plasmide dans l'histoire. Okay? Donc, phénotype de couleur, ici, donc on explique. On a quoi? Le PGM 32, ok? Le PGM, l'AXZ', donc ça c'est celui de PGM 3Z, pardon, pas 32. 3Z ou 32? Ouais, 3Z. L'AXZ'.
Non, parce que le PGM32 existe, et du coup j'ai un doute. Pourquoi j'ai dit 3Z? C'est 3Z? Ah ouais, c'est bien 3Z. Parce que le PGM32, c'est un très classique aussi, c'est un plastique de base. Donc PGM3Z, ok? Il est là. Donc déjà, il est là. Donc, résistance. Vous avez compris pourquoi j'ai mis R, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est blanc? Ici, on nous dit quoi? Il y a de l'IPTG, on est sur la boîte, l'acide oméga, il y a le peptide alpha, peptide oméga qui est là. Et la bêta-gale, elle est active. Pourquoi? Parce qu'on a le peptide alpha. Donc on a une bêta-gale active, donc bleu. Pourquoi? Parce que la bêta-gale, crac, X-gal plus H2O, notez-le hein, ça, donne X plus gal. Parce que ça, je ne l'ai jamais en code, je ne sais pas pourquoi. C'est hyper simple. X, bleu. C'est lui qui est bleu quand il est tout seul. Quand il est avec gal, il n'est pas bleu, incolore. On va le noter parce que c'est un truc, je sais pas. C'est pas un truc qui reste dans votre petite tête. Vous avez des petits cerveaux. Je peux lui dire petit cerveau, ouais. Mais non, c'est pas bien. Petite tête. Alors, Eucoli plus inducteur plus PGM-Luc recombinant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, quelle est l'histoire? Donc on a le vecteur, donc là c'est le vecteur natif, on pourrait noter, hein, c'est juste pour compléter le doc. Vecteur natif. Mais vous verrez, hein, quand on fera ça en colle, vecteur recombinant, je vous dirai alors, X-gal, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Je poserai exactement les mêmes questions. Et il n'y aura pas de réponse forcément. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un mystère. Bon, cette année, il y a une vidéo pour réviser. Hein. Pas d'excuses sur la sélection blanc-bleu cette année. Alors, là, phénotype de couleur. Pourquoi? Il n'y a pas, parce que... Pourquoi il n'y a pas? Parce que là, qui est coupé en deux, à cause du gène introduit qui est Luc, ici. Ok. Donc, du coup, pas d'alpha. Donc, bêta égale tout seul, peptide oméga, marche pas. Donc, blanc. Blanc. Et ici, résistant, parce que oui, il y a un plasmide quand même. D'accord? Donc, ça veut dire que sur notre petite boîte, qu'est-ce qui pousse? Donc là, sur les boîtes qu'on va ensemencer, si on a des colonies, des colonies bleues, on l'a dit, on va résumer ça, vous l'avez déjà noté ou pas? Si c'est bleu ou si c'est blanc. Deux possibilités. Colonie blanche. Donc colonie blanche, colonie bleue. Alors déjà, si ça pousse, ça veut dire quoi? Déjà, c'est en résistant. Parce que tout le monde a bien compris ça. Déjà, ça pousse, c'est en résistant. Si ça ne pousse pas du tout, déjà, vous avez transformé 0. Quoi. Il n'y a pas d'un vecteur. Donc, ça veut dire qu'il y a un vecteur. Mais lequel? Donc ici, si c'est blanc, il y a quel vecteur? Si c'est bleu, il y a quel vecteur? Si c'est blanc, ça veut dire qu'on a P. Alors, comment il s'appelle? C'est quoi son petit nom? PGM-Luc. Ok? Oui. Si c'est bleu, on a soit on a PGM. On a PGM 3Z obligatoirement, puisque c'est lui qui code pour le peptide alpha. D'accord? Plus ou moins, je ne sais pas s'il est dedans, PGM-Luc. Point d'interrogation. Donc peut-être qu'en plus, il y aura celui-là. En tout cas, je suis sûre qu'il y a lui. Peut-être qu'il y aura le PGM-Luc en plus. Mais de toute façon, comme il ne fait aucune couleur, blanc plus bleu, ça reste bleu. Hein. Donc là, voilà. Vous avez compris ce petit détail-là? Ouais. Ça peut arriver de transformer une bactérie avec deux plasmides. Hein. C'est tout à fait possible.